L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Il est passé minuit à Saint-Francisville en Louisiane. Dans la pénombre d'une grande bâtisse, Madame Myers se réveille soudainement et voit apparaître au coin de son lit une étrange silhouette, celle d'une dame noire au turban vert. Bienvenue. Bienvenue à la plantation Myrtles, longtemps perçue comme la maison la plus hantée des États-Unis. Ces 200 dernières années, ce domaine maudit a connu pas moins de 10 meurtres. Et depuis 1950, nombreux sont les témoins de manifestations horrifiantes. Nous sommes en 1987. Il est minuit et c'est l'heure H de mon histoire. Madame France Myers est en train de dormir dans l'une des chambres du bas lorsqu'elle est subitement réveillée par l'apparition d'une femme noire, vêtue d'une longue robe et d'un turban vert. La silhouette se tient debout à côté de son lit. Elle est silencieuse, tenant dans l'une de ses mains un chandelier en métal. Elle a l'air si réelle. Même la douce lueur de sa bougie semble éclairer la chambre. Terrifiée, ignorant tout des fantômes, Madame Myers tire les couvertures sur sa tête et se met à hurler. Après un moment, elle ose sortir prudemment la tête. Elle tend la main pour toucher l'apparition, mais brusquement celle-ci disparaît. France est apeurée. Quand elle a acheté la maison, elle s'était pourtant préparée à voir des choses effrayantes. Oh, elle avait entendu dire que les lieux abritaient des entités suspectes et que certains habitants auraient été les témoins de rencontres fortuites. « Non, c'en est trop. Allez, partons d'ici, » dit-elle en riant. Ainsi, Madame Myers fait ses valises. Et quelque temps plus tard, c'est avec une sensation de soulagement qu'elle donne les clés aux propriétaires qui la suivront. Les années ont passé et nous voici désormais en 2005. Cette année-là, Tita Moss devient l'heureuse propriétaire de la plantation Myrtles. Ni sceptique, ni croyante, elle passe la porte de la demeure en toute sérénité. Alors qu'elle renouvelle sa police d'assurance, sa compagnie lui demande de fournir une preuve photographique témoignant de la distance entre deux bâtiments du site. Le magasin général et l'office du majordome. Les deux forment un coin de la propriété et sont placés perpendiculairement. Une fois cette formalité envoyée, elle est surprise de voir la photo lui revenir, après avoir été rejetée. Mais que s'est-il passé? Tita découvre, glissée à côté du cliché, une lettre écrite par les assureurs. « Chère Madame Moss, nous nous devons de rejeter votre photo car celle-ci ne peut pas contenir de personne. Merci de bien vouloir vous assurer que la photographie soit nette et ne prenne que les bâtiments. » En plissant les yeux et en y regardant de plus près, la propriétaire est étonnée d'apercevoir ce qui semble être une figure féminine portant un turban et une longue robe. Tita en est certaine. La dame n'était pas présente lorsqu'elle a pris la photo. Elle se penche pour analyser l'image de plus près. Et oui, elle remarque que les planches de bois du bâtiment devant lequel se tient la mystérieuse silhouette sont clairement visibles à travers le haut de son corps. La femme présente sur la photographie semble à moitié formée ou en partie transparente. Déconcertée face à cette situation étrange, Tita envoie la photo et les négatifs correspondants au magazine National Geographic afin qu'il les analyse. Et les experts de conclure qu'il n'y a eu ni trucage, ni manipulation sur ce cliché. Ainsi, ce ne serait pas qu'une rumeur. Quelque chose habiterait bien les lieux. Un soir, Tita Moss décide de se plonger dans les livres qui témoignent de l'historique de la maison.
Tout commence en 1785, alors que David Bradford, avocat de renom en Amérique, se marie à Elizabeth. Leur histoire, toute banale. Ils vivent avec leur famille et profitent de chaque moment. Mais 10 ans plus tard, la révolte du whisky fait rage et l'histoire d'amour entre David et Elizabeth connaît ses premiers tumultes. David est à la tête de la rébellion qui lutte contre la nouvelle taxe du gouvernement aux côtés des fermiers de Pennsylvanie. Lui est contraint de s'enfuir parce que sa tête est mise à prix. Elle va devoir se résoudre à l'attendre. Pour échapper aux griffes du gouvernement, Bradford passe par Pittsburgh, puis par le Mississippi et termine sa course folle à Bayou Sara, en Louisiane. Là, il achète 600 hectares de plantations dans une ville qui deviendra plus tard Saint Francisville. Bradford s'installe dans une maison baptisée Laurel Grove, où sa femme et ses enfants vont enfin pouvoir le rejoindre. Pour l'anecdote, il sera gracié par le président John Adams. Loin des problèmes et des bagarres, David Bradford reprend à Laurel Grove une vie paisible. Désormais juge, il décide de consacrer le reste de sa carrière à aider de jeunes étudiants qui auraient l'envie de se lancer en droit. Parmi ces étudiants, un certain Clark Woodruff lui semble prometteur. Bradford va le prendre sous son aile. Un soir, Clark rencontre Sarah Matilda, la fille de Bradford et Elizabeth. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre à l'ombre des myrtes qui entourent la maison. Les jeunes tourtereaux décident de se marier et, à la mort de David en 1817, c'est Clark qui reprend les rênes de la propriété. Il va même l'agrandir en ajoutant 650 hectares d'indigo et de coton. Tout est florissant pour la famille Woodruff. 3 enfants voient le jour à Laurel Grove. Mais, vous le savez, la roue tourne. Et elle tournera en 1823. Cette année-là, une tragédie va frapper les Woodruff. Sarah Matilda et 2 de leurs enfants vont mourir de la fièvre jaune. Du moins, c'est ce que l'on pense. Mais n'allons pas trop vite. Peu de temps après la construction de Laurel Grove, la fièvre jaune a balayé la Louisiane et tué 1/10 de sa population, et notamment de nombreux enfants. Certains des symptômes étaient une fièvre intense, des douleurs d'estomac et des vomissements de sang coagulés. Dans la plantation, beaucoup ont vu leurs enfants mourir de façon atroce. Aujourd'hui, dans la chambre principale au premier étage de la maison de Tita Moss, se trouvent 2 poupées. Quand on entre dans la pièce, ce sont elles que l'on remarque en premier. L'une des 2 a les yeux imbibés de sang. Cette poupée aux yeux ensanglantés rappelle étrangement ce qui s'est passé il y a plus de 200 ans, comme un témoignage de l'horreur qui s'est abattue sur le domaine. En tout cas, selon ce que les esprits rationnels vont rapporter. Selon les rumeurs qui circulent au XIXe siècle, Clark est un homme aux mœurs légères. La paix au sein de la famille Woodruff plane peut-être moins que ce que l'on pourrait croire. Laurel Grove compte à l'époque plusieurs esclaves, dont une prénommée Chloé. Clark est sous le charme. Quant à Chloé, elle ne veut pas se retrouver à travailler dans les champs. Elle succombe donc aux avances du juge. Cette passade ne durera pas bien longtemps pour Clark. Après quelque temps, il va se lasser et jeter son dévolu sur une autre. Chloé craint le pire. Elle est persuadée qu'elle va être envoyée au champ. L'idée de travailler là-bas lui est abominable. Elle, qui aime tant son confort, elle n'ose même pas y penser. Quand elle regarde par la fenêtre, elle imagine un travail pénible, sous les intempéries, et des heures interminables, sous un soleil de plomb. Alors, un jour, Chloé se met à écouter aux portes du salon les conversations privées de la famille Woodruff, redoutant d'entendre son nom. Au moment où la porte s'ouvre, elle est encore là. Clark est fou de rage de la surprendre en train de les épier. Il ordonne qu'on lui coupe une oreille, en espérant que ça lui serve de leçon. Après l'incident, Chloé se met à porter un turban vert autour de la tête, en toutes circonstances, pour cacher la vilaine cicatrice laissée par le coup de couteau.
Le jour de l'anniversaire de Sarah Matilda, toute la famille Woodruff est réunie dans la salle à manger pour passer un moment festif. On peut entendre les rires des enfants s'élever au-dessus du domaine. Sarah Matilda souffle les bougies de son gâteau. Seulement, depuis quelques jours, alors que personne ne se doute de rien, Chloé met en place une stratégie pour se racheter et retrouver sa place au sein de la maison. En effet, après l'incident de l'oreille, elle a été envoyée dans les cuisines. Dans la chaleur brûlante de l'été, se retrouver derrière les fourneaux est l'un des pires emplois pour une esclave. Chloé tente donc de revenir à l'intérieur de la bâtisse, aux côtés de la famille. Et l'occasion rêvée se présente à elle. Elle va préparer le gâteau pour la fête d'anniversaire. Loin d'imaginer une pièce montée destinée à en mettre plein les yeux aux invités, Chloé va plutôt opter pour une recette pour le moins spéciale, avec un ingrédient particulier, du poison. Mais pourquoi, allez-vous me dire ? Elle qui souhaitait qu'on la considère comme l'un des éléments indispensables de la maisonnée. Chloé a toujours eu un tempérament malicieux et son entrée, elle la voulait par la grande porte. Elle se voyait déjà arriver en tant que guérisseuse, prenant soin de Sarah Matilda et de ses enfants un peu barbouillés. Oh, son idée pour faire bonne figure auprès de Clark n'était pas si mauvaise. Oui, mais encore fallait-il pouvoir doser correctement sa mixture. Toutes et tous mangent du gâteau à l'exception de Clark, qui n'y touche pas. Plus tard dans la soirée, Sarah Matilda et 2 de ses filles commencent à se sentir très mal, frappées par des symptômes qui ressemblent étrangement à ceux de la fièvre jaune. Clark est à leur chevet, attendant patiemment de retrouver sa famille en pleine forme. Mais aucun remède ne semble assez puissant pour les remettre sur pied. C'est d'abord l'effervescence qui règne à Laurel Grove. Tout le monde se manifeste pour tenter d'apporter un peu de réconfort, puis le calme s'abat sur la maison. Plus aucun bruit ne se fait entendre. Chacun et chacune retient sa respiration, espérant que le lendemain matin, Sarah Matilda et ses enfants se réveillent en meilleure forme. Malheureusement, elles ne passeront pas la nuit. Clark est dévasté par cette triple perte. Il n'est plus le même homme et décide de fermer la salle à manger pour ne plus jamais y remettre les pieds. De leur côté, les esclaves se concertent et décident de prendre les devants, car ils connaissent la responsable. Les coulisses de la maison s'affolent pour la punir de son terrible geste. Et la sentence est lourde. Chloé est pendue, puis découpée en morceaux. Ces derniers sont lestés et jetés dans la rivière pour qu'elle disparaisse à jamais. Malgré la tentative des esclaves, il semblerait que Chloé n'est pas véritablement disparu. Titamos lève les yeux des archives et réfléchit à mi-voix. Debout, entre 2 bâtiments. Elle repense à la silhouette enturbanée venue déranger Madame Meyers dans son sommeil et à la photographie sur laquelle on voit une dame entre les 2 bâtiments. Et si l'ancienne esclave se tenait là, au moment où Tita a pris la photo? Après le drame, Clark et sa fille, seuls survivants de la famille, quittent le domaine et le vendent à Ruffin Gray Stirling, un individu qui possède plusieurs autres plantations. Nous sommes alors dans les années 1830. Monsieur Stirling s'installe à Laurel Grove avec sa nouvelle épouse, Mary. La propriété, située à Saint-Francisville, en Louisiane, est lumineuse et verdoyante. Des arbres surplombent une maison entourée d'un porche dessiné à l'américaine. L'endroit rêvé pour installer un rocking chair et s'endormir devant l'étendue du jardin en fleurs. Le couple Stirling, charmé, ajoute une énorme annexe à la maison principale et à l'étage, doublant presque sa taille. La Laurel Grove devient de plus en plus grande. L'intérieur est entièrement rénové. Puis finalement, on rebaptise les lieux la plantation Myrtles, sûrement en référence aux nombreux myrtes du domaine. La maison de 2 étages compte désormais 22 pièces, ainsi qu'une variété de nouvelles caractéristiques uniques, comme une véranda gigantesque, minutieusement travaillée avec du fer ornemental complexe, et même
un lustre en cristal de baccarat d'une valeur inestimable, directement importé de France. Mary Stirling est très superstitieuse. Elle connaît les tragédies qui ont frappé les propriétaires précédents. Pour se protéger, elle va installer des statues de chérubins tout autour de la propriété et des anges décoratifs autour des miroirs et des cadres. 4 nonnes sont également peintes au plafond, autour du lustre. Elle va les orienter vers les 4 points cardinaux, afin que la famille soit protégée de tous les côtés. L'objectif de tout ceci ? Décourager les esprits malveillants de pénétrer dans la maison. Marie va même jusqu'à placer une entrée en vitrail peint à la main, comprenant un motif de croix française qui, pense-t-elle, éloignera les esprits mal intentionnés. Enfin, comme ultime défense, elle installe tous les trous de serrure de la maison à l'envers, convaincue que cela déconcertera les esprits qui tenteraient de s'introduire dans la maison. Mais tous ces efforts pour les empêcher d'entrer n'ont servi à rien, car les esprits ne sont jamais partis. C'est à l'intérieur du miroir, à l'entrée, que se cache l'histoire de l'ancienne Laurel Grove. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H vous fait entrer dans un domaine hanté, un lieu de tristesse et de tragédie. Son nom, la plantation Myrtles. Entre apparitions et événements suspects, la bâtisse, tristement célèbre, nous accueille pour découvrir des phénomènes aussi étranges qu'intrigants. Cette histoire fascinante fait se déplacer aujourd'hui beaucoup de visiteurs en quête d'adrénaline. Mais ce ne sont parfois pas eux les plus effrayés. Une fois que la maison s'endort, les esprits se réveillent. Notre protagoniste du jour, Tita Moss, continue sa plongée dans l'histoire de cette maison si spéciale, dans laquelle elle a récemment emménagé au milieu des années 2000. Tita Moss remonte au XIXe siècle, dans l'ancienne maison Laurel Grove, qui a depuis été rebaptisée Plantation Myrtles. Dans les années 1830, les Stirling ont fait l'acquisition du vaste domaine et l'ont agrandi. Le couple Stirling aime recevoir, et la maison, aux allures maintenant bourgeoises, se voudrait aussi accueillante que ses hôtes. Mais une fois le soir tombé, la plantation perd de son effervescence et plonge dans le calme. Mary Stirling passe plusieurs fois devant le miroir du hall d'entrée. Elle le trouve extrêmement sale. Ce n'est cependant pas elle qui fera les frais de l'entité qui se cache à l'intérieur. Elle se contentera de faire changer la vitre. La légende raconte que Clark Woodruff, qui habitait la maison avant les Stirling, a laissé une grande partie de ses biens en quittant la plantation. Et l'un de ces objets est ce grand miroir dans un cadre doré accroché dans le hall d'entrée. Après la mort de Sarah Matilda et de ses 2 petites filles, leurs corps ont été enterrés, mais leurs esprits sont restés dans la maison. À l'époque, il était de coutume de cacher toutes les glaces, afin qu'elles n'emprisonnent pas les esprits des malheureux défunts. Si l'on en croit la rumeur, lorsque les gens mouraient, leurs âmes s'élevaient de leur corps et continuaient dans l'au-delà. Mais si l'âme passait devant un miroir, elle pouvait rester piégée à l'intérieur. Pendant son deuil, Clark Penney avait pris soin de recouvrir le mobilier de la maison, mais il avait oublié le dernier miroir. Aujourd'hui, d'étranges stries et marques y apparaissent, sans qu'aucun nettoyage ne puisse les faire disparaître. Ces marques ressemblent à la silhouette d'une femme et peuvent inclure de minuscules empreintes de mains. Parfois, les stries ressemblent à des larmes ou à du sang qui coule. Quand on regarde de plus près, des rayures se dessinent, comme si quelqu'un essayait de passer de l'autre côté. À l'époque, Mary Stirling ne se doutait de rien. Mais aujourd'hui, on sait que ce miroir renferme un secret. Pendant ses investigations,
Tita se souvient d'une histoire qu'elle a entendue à propos de la propriétaire qui l'a précédée. Madame Myers et son mari avaient ouvert un bed and breakfast et organisé les visites. Ainsi, de nombreuses personnes visitaient l'implantation accompagnées d'une guide qui leur contait les célèbres manifestations fantômes du domaine. Un soir, du temps des Myers donc, une fête est organisée dans le bâtiment principal. Après le départ des derniers touristes et invités, la femme de chambre se lève et se dirige vers le salon. Habituée des lieux, la guide touristique la rejoint après avoir salué les convives. Les deux femmes discutent un court instant, puis la guide rassemble ses affaires et s'en va elle aussi, laissant la femme de chambre poursuivre sa routine du soir. Bien qu'elle ne travaille pas dans cette vaste propriété depuis longtemps, la jeune femme de ménage a déjà mis au point ce qu'elle pense être un programme efficace. Elle commence son travail à l'extrémité du premier étage et se dirige lentement vers les escaliers, essuyant et polissant jusqu'à ce que le bois verni se mette à briller et qu'elle puisse voir se refléter son visage. Descendant méthodiquement le large escalier, elle fronce les sourcils lorsqu'elle atteint à nouveau le rez-de-chaussée. Elle aperçoit une série d'empreintes de mains sales à la base du miroir suspendu à l'entrée de la maison. La servante a entendu parler de ce miroir. Plusieurs années auparavant, lors d'une visite nocturne du site, l'objet avait été évoqué car il est réputé abriter certains esprits. Pas tout à fait convaincue par ces histoires racontées dans la pénombre, la femme de chambre ne s'inquiète pas. Depuis qu'elle est employée à l'implantation Myrtles, soit quelques semaines, elle n'a rien vu d'étrange ou de suspect, ni à l'intérieur, ni autour du miroir. Elle se dit simplement que l'un des invités a dû y toucher, c'est tout. Elle prend son chiffon imbibé de produit et frotte vivement la glace, jusqu'à ne laisser plus aucune trace. Elle reprend ensuite ses tâches et passe 1 heure à parcourir le rez-de-chaussée, avant de retourner au salon. Mais alors qu'elle se tient debout et enlève délicatement ses gants, le seau posé par terre à ses côtés, son attention est à nouveau attirée par le miroir. Au centre de la moitié inférieure de la glace est apparue une nouvelle paire d'empreintes palmaires, trop petites pour avoir été faites par un adulte. La femme de chambre crie « Y a quelqu'un ?» Elle appelle plusieurs fois pour demander si on est venu de l'un des autres bâtiments pendant qu'elle était occupée à son travail. Une personne est apparemment en train de lui faire une farce. Elle prend son chiffon, s'avance dans le couloir vers le miroir et s'apprête à essuyer une fois de plus les marques de saleté. Mais alors qu'elle s'approche lentement, une petite main se plaque soudainement contre le centre du verre, semblant venir de l'autre côté. Avant de se retourner, de se mettre à courir, la servante voit à travers le miroir le visage d'une jeune fille pâle et amaigrie, aux boucles blondes. Cette vision d'horreur va tourmenter la femme de chambre, alors qu'elle court à pleine vitesse pour s'éloigner le plus loin possible de la plantation Myrtles. Plus tard, la femme de chambre dira avoir vu la fille de Sarah Matilda et de Clark Woodruff coincée derrière la glace du miroir. Ce fameux objet semble être le point central des apparitions. Plusieurs ont été surpris d'y voir apparaître une dame et ses enfants vêtus d'habits d'époque. La vitre a même été remplacée, car pendant longtemps, les marques laissées à l'intérieur du miroir semblaient être un défaut de fabrication. Seulement, même après avoir changé la glace, les empreintes des âmes prisonnières revenaient tacher la surface. Mais d'où viennent ces phénomènes étranges qui traversent les siècles ? Se demande Tita, tournant les pages des archives encore et encore en quête de réponse. Quand les Woodruff quittent la maison pour laisser place aux Stirling, lit-elle, les tragédies ne s'arrêtent pas pour autant. Plusieurs des descendants Stirling vont périr jeunes à cause de la tuberculose. À cette époque, c'est un membre de la famille, William Drew Winter, qui aide Mary Stirling à gérer la plantation, car M. Stirling est décédé. Un jour, la fille de William tombe malade de ce que l'on pense aussi être la fièvre jaune. L'épidémie court toujours en Louisiane. William et sa femme vont désespérément tenter de sauver leur enfant. Ils vont se tourner vers une prêtresse vaudou locale. Son nom est Cléo.
Cette dernière va passer plusieurs jours aux côtés de la petite agonisante dans son lit. Malheureusement, tous ces rituels échouent. Alors, Cléo est tenue responsable de la mort de l'enfant. Elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. William va se charger personnellement de se débarrasser de Cléo. L'homme est anéanti. Il n'est plus maître de ses pensées et tue la prêtresse de sang-froid. L'atmosphère à la plantation Myrtles se charge à nouveau d'une énergie macabre. Le vent souffle dehors et des courants d'air se font ressentir dans la maison. Depuis l'assassinat de Cléo, plus rien n'est pareil. Les lits tremblent ou se soulèvent. Les marques dans le parquet sont de plus en plus nombreuses à cause des lits qui retombent de tout leur poids, faisant résonner un bruit ressemblant à des coups de canon. Dans la maison est toujours accroché un tableau de la petite fille décédée avec une poupée noire qui représente la mort. Quand on passe devant la peinture, ses yeux nous suivent jusqu'à ce que l'on sorte de la pièce. Au fil du temps, un nombre croissant d'histoires, et on en connaît déjà quelques-unes, impliquant des entités spectrales et des activités de poltergeist, commencent à faire surface. La plantation Myrtles devient alors une sorte d'attraction locale, terrain de jeu des colporteurs de rumeurs concernant des invités non désirés. Oh, mais la liste des phénomènes étranges ne s'arrête pas là. Vous en voulez encore? Voici. Plusieurs témoins ont évoqué une énorme tache de cramoisie apparue durant la guerre civile après la mort de plusieurs soldats de la maison, du temps où William Drew Winter était propriétaire. Les dimensions de la tache correspondent étrangement à celles d'un corps humain couché sur le sol. Malgré les nombreuses tentatives de nettoyage, impossible de la faire partir. Pourtant un jour, alors que plus personne n'y prêtait attention, la grande tache a disparu. Dans l'une des versions relatant cet événement, on raconte qu'un fantassin qui s'était introduit dans le bâtiment pour le piller a été abattu par les propriétaires. Et un certain nombre de visiteurs affirment avoir vu une silhouette boitant. Elle portait la tunique de l'armée confédérée et présentait une blessure ensanglantée à la jambe, se déplaçant lentement sur le terrain. En plus des marques étranges qui ont tapissé le sol du bâtiment principal, on entend parfois des pas se diriger vers l'étage. Il semblerait qu'ils ne soient pas coordonnés, comme si quelqu'un se déplaçait avec beaucoup de mal vers les escaliers. On entendrait également les murmures d'une personne à bout de souffle. Une fois sur la 17e marche, les bruits de pas s'arrêtent soudainement, de même que les murmures. Tita marque une pause, s'interroge. Serait-ce William que l'on entend dans les escaliers la nuit? Puis, elle tourne les pages fébrilement et reprend sa lecture. En 1871, alors que William Drew Winter fait la leçon de ses enfants dans un des salons, il repère par la fenêtre un homme vêtu de noir sur un grand cheval. Aussitôt, William sort de la maison pour lui dire qu'il n'a rien à faire là. Mais l'homme pointe son fusil et tire plusieurs fois avant de s'échapper. Agonisant, William tente de revenir à l'intérieur, espérant revoir sa famille une dernière fois, mais il s'effondre sur la 17e marche de l'escalier. Sa femme l'entend et court pour le serrer dans ses bras, alors qu'il pousse son dernier soupir. Impossible de savoir exactement qui a bien pu le tuer. Et les raisons de son assassinat restent mystérieuses. Il se pourrait que ce dernier ait un lien avec la politique, puisque William Drew Winter était impliqué dans la reconstruction après la guerre civile. On ne le saura jamais. En revanche, une chose est sûre, ces événements sont à jamais ancrés dans la maison. Après une série de péripéties où se sont succédés les Bradford, les Woodruff, les Stirling puis les Winter, c'est finalement Harrison Milton Williams qui va racheter la propriété. Il est veuf et s'y installe, accompagné de sa seconde femme, qui donnera naissance à plusieurs enfants. Et, comme si le terrain était maudit, une nouvelle tragédie va s'abattre sur la famille. Nous sommes alors en 1890.
Il fait nuit noire à la plantation Myrtles. Un orage violent éclate non loin de la maison. Les éclairs viennent mettre en lumière l'espace de quelques secondes la vaste bâtisse et les arbres qui l'entourent. Le plus âgé des fils s'est quand même aventuré dans la pénombre pour rassembler le bétail qui s'est retrouvé non loin de la rivière. Il s'approche dangereusement du bord, perd l'équilibre et tombe à l'eau. Le courant est si fort ce soir-là qu'il l'emporte et le noie. Ses parents sont dévastés. Et comme si un drame ne suffisait pas, quelque temps plus tard, la maison est pillée et le beau-frère du propriétaire meurt en essayant d'empêcher les voleurs de dérober les objets de valeur. Dans les années 1950, c'est une certaine Marjorie Manson qui va prendre la tête de ce domaine au sort maudit. Marjorie est veuve et très riche. Elle a le profil parfait pour habiter cette belle maison qui vaut une fortune. Malheureusement, elle va être la témoin de l'un des tout premiers phénomènes étranges de la plantation Myrtles. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Depuis les années 1950, la plantation Myrtles est connue comme l'un des endroits des États-Unis qu'il vaut mieux éviter. Cette vaste propriété cache un passé riche en événements sordides où les meurtres et la maladie ont emporté de nombreux habitants. À Saint-Francisville, la plantation est aujourd'hui un bed and breakfast où l'on se joue de l'histoire lugubre qui entoure la maison. Qui risquerions-nous de rencontrer si nous passions une nuit dans l'une des maisons les plus maudites et hantées du monde? Tita Moss se renseigne sur les lieux dont elle détient désormais les clés et reconstitue la chronologie des événements. En 1950, Marjorie Manson devient la propriétaire de la plantation Myrtles. Très intriguée, elle aussi a déjà rassemblé toutes les informations sur le domaine. Elle sait que dans la famille précédente, une rumeur allait bon train. La rumeur en question n'est autre que le récit du fameux fantôme au turban vert qui se promène autour de la maison. Mais il ne serait pas le seul. Il paraît que le fantôme de William agonisant se fait parfois entendre. Les bruits de pas sont fréquents et s'arrêtent toujours au beau milieu de l'escalier, là où l'homme se serait éteint après avoir reçu plusieurs coups de fusil dans l'abdomen. La maison est terrifiante. Il est impossible pour Marjorie d'y rester. Ses nuits sont courtes et entrecoupées par des allées et venues au coin de son lit, dit-elle. Alors, comme les autres avant elle, Marjorie finit par s'en aller. Au fil des années et des habitants, les histoires s'accumulent. Il est d'ailleurs étrange qu'aucun propriétaire n'échappe aux activités paranormales de la maison. Serait-il affecté par la mauvaise énergie qui circule dans la maison ? L'un d'eux assure avoir été presque tué un soir, alors qu'un miroir a traversé la pièce, manquant de le couper en deux. Et puis c'est au tour des Myers, que nous connaissons déjà, de prendre la relève et de transformer cette énorme propriété en bed and breakfast dans les années 1970. Après la malheureuse rencontre entre Madame Myers et ce qu'on pensait être l'ancienne esclave Chloé, se tenant sur le coin de son lit, de plus en plus de personnes ont voulu faire le déplacement depuis toute l'Amérique pour être les témoins de ces activités étranges. L'endroit a reçu un tel succès qu'un film y a même été tourné au milieu des années 80. Même sans intrigue paranormale, le tournage sur les lieux était fort étrange. Alors que l'acteur de 2 flics à Miami ou l'avocat du diable, Don Johnson, se rend à la plantation Myrtles pour tourner sa scène, quelque chose d'interpellant se produit. La veille du tournage, l'équipe du film avait pris soin de déplacer le mobilier de la salle à manger pour que tout soit prêt pour le lendemain matin. Et vous vous en doutez, quand l'équipe se rend dans la maison de bonne heure, tous les meubles ont été remis à leur place habituelle. Pourtant,
Personne n'avait les clés. Seule l'équipe du film avait le droit d'entrer dans la maison qui leur était réservée pour quelques jours. Le phénomène se répète une fois, 2 fois, puis 3. Ensuite, l'équipe arrête de les compter. Une fois toutes les scènes tournées, personne n'a de mal à quitter la plantation Myrtles où l'ambiance de tournage devenait de plus en plus pesante. Quand les Myers quittent la maison en 2005, ils partent avec assez d'histoires d'horreur à raconter jusqu'à la fin de leur jour. Ce que tous les propriétaires, depuis David Bradford jusqu'aux Myers, ne savaient pas, c'est que la maison a été construite sur un cimetière des Tunica. Avant d'être saisie par les Espagnols, ces terres appartenaient aux Tunica, une tribu indienne locale. Sur les documents relatant l'histoire du domaine, on peut lire qu'à la mort de l'un des siens, la tribu avait un grand rituel qui s'étendait du soir à l'aube du jour suivant. Bien avant Chloé ou encore William Drew Winter, la bâtisse devait déjà abriter des phénomènes de hantise. Le sol sous la plantation est réputé pour être sacré et avoir été dérangé à partir du moment où David Bradford aurait posé les pieds sur la propriété. Comme tout chasseur de fantômes ou historien du paranormal vous le dirait, ce type de sacrilège est propice à l'activité surnaturelle. Elle n'est généralement pas amicale, cette activité, car les esprits des morts n'apprécient jamais d'être dérangés brutalement. L'histoire semble surréaliste, mais il n'est pas rare qu'un film d'horreur commence par l'intrigue suivante. Une maison hantée est construite sur un ancien cimetière indien, mais le promoteur s'en fiche complètement. Les esprits perturbés des anciens du pays exercent alors leur vengeance sanglante sur ceux qui les réveillent. Comment ? En éteignant les lumières, en faisant résonner des bruits, des pleurs, des hurlements, en faisant s'envoler des mouches et peut-être, s'ils s'en sentent capables, en tuant des gens. Le film se termine par le promoteur qui est forcé d'admettre qu'il aurait dû prendre le détail de ce fameux cimetière indien en considération. Parfois, mais c'est moins courant, les esprits des morts ne sont absolument pas dérangés par la construction qui les surplombe, jusqu'à ce que l'un de leurs objets de valeur ou de leurs ossements soit déterré. La personne responsable est alors maudite, tant qu'elle n'a pas remis ce qu'elle a pris à sa place, ou qu'elle ne lui a pas trouvé un nouvel endroit convenable. Une fois que David Bradford, le fondateur de la plantation, a entrepris ses travaux, des siècles de phénomènes paranormaux ont été bousculés. Pour certaines personnes, nos murs renferment les souvenirs de toutes celles et ceux qui ont pu passer avant nous. Tout comme les gens, les espaces, les maisons et les terrains conservent une certaine énergie. Nous sommes incapables de la voir ou de la toucher, mais elle est bien gardée. Cette énergie est parfois positive, captant les bons souvenirs de ce qu'il s'est passé lors d'une époque révolue. Mais elle peut très bien être négative. Qui sait vraiment pour ces Indiens ? Il pourrait s'agir d'une signature positive et encourageante ou bien de mort et de destruction. Dans le cas de la plantation Myrtles, la deuxième option semblerait plus probable et fournirait peut-être une explication à ce terrain maudit. Une question subsiste tout de même. Ces histoires entourant la plantation sont-elles vraies ? Petit Amos et beaucoup d'autres ont tenté de le découvrir. Sans vouloir vous désillusionner, il semblerait que de nombreux récits ne tiennent pas la route. À commencer par celui sur l'esclave Chloé qui n'aurait peut-être jamais existé. Après avoir voulu accéder au dossier qui concerne la plantation Myrtles, beaucoup ont dû être déçus de voir qu'aucun nom, dans aucun registre d'esclaves, ne correspondait. Ainsi, cet épisode ne serait qu'une légende que les habitants auraient inventée et extrapolée au fil des siècles. Quant à Sarah Matilda Woodruff et à ses filles, qui auraient été empoisonnées, tous les registres semblent indiquer que ce serait bel et bien la fièvre jaune qui les aurait emportées. Mais ça ne s'arrête pas là. Les noms des enfants ne correspondent absolument pas aux histoires. L'une d'elles n'était d'ailleurs pas encore née quand le drame aurait eu lieu. Et William, décédé, agonisant sur la 17e marche des escaliers. Il n'aurait probablement jamais atteint le hall d'entrée, puisque les coups tirés à bout portant l'auraient laissé gisant sous le porche de la maison. Un doute
nous laisse quand même perplexes. Il n'est pas rare que certains noms d'esclaves n'apparaissent pas dans les registres de leurs propriétaires. Alors Tita, en rangeant les archives de la plantation Myrtles, reste dubitative. La photo qu'elle a prise de manière anodine, celle d'une femme au turban vert et à l'apparence translucide, se tenant debout entre deux bâtiments, pourrait bien être celle de Chloé qui rôde aux alentours de la salle à manger. Et ses propriétaires ne l'auraient tout simplement pas déclaré. Il est indéniable que la plantation Myrtles abrite son lot de légendes. On ne peut pas nier non plus que les lieux renferment une activité surprenante. Ils détiennent le triste record d'avoir accueilli plus de phénomènes fantomatiques que n'importe quelle autre maison du pays. Beaucoup trop de phénomènes étranges pour tous vous les citer. Les témoignages de hantises sont assez nombreux pour se dire qu'il se passe bien quelque chose sortant de l'ordinaire à la plantation. Il est d'ailleurs difficile de croire que cela aurait pu en être autrement après la succession de drames tragiques que la maison a connus. Il semblerait donc que la plantation Myrtles ne fasse pas exception à la règle et que la vérité de ces légendes se situe quelque part entre deux extrêmes. À vous de placer le curseur. Voilà pour ce récit hanté que j'ai pu partager avec vous grâce à la plume d'Emma Versé. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.